Bonjour et bienvenue sur Tsanga TV dans votre émission Oko. Nous avons parlé du peuplement de Mayotte. Dans ce deuxième épisode, Issa Ndiziju nous amène revisiter l'époque des Fani de Mayotte. Avant de commencer, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Merci. Odi. Le cadre aujourd'hui est complètement adapté à la thématique qu'on va traiter, à savoir les chefferies de Mayotte. Parce qu'ici, on a un exemple de reconstitution d'une unité de vie, c'est-à-dire une maison avec tous ses annexes qui étaient l'élément constitutif d'un village ancien de Mayotte. Donc je trouve qu'aujourd'hui, le cadre se prête complètement à ce qu'on va traiter, c'est-à-dire à savoir, on va parler des Fani. Des Fani qui ont été des chefs de village, qui ont en quelque sorte administré leur village selon leurs coutumes, selon leurs références culturelles du continent africain et du monde austronésien. Donc c'est un élément assez intéressant en guise d'illustration de notre thématique d'aujourd'hui. Après avoir vu dans un premier temps le peuplement de Mayotte, on va continuer à avancer dans l'histoire, à explorer l'histoire de Mayotte. Maintenant, on va faire un arrêt sur comment les premiers habitants de ce territoire se sont organisés, comment ils ont vécu en société, comment ils ont habité le territoire, comment ils se sont organisés à la fois socialement, politiquement sur ce territoire. Donc là, on arrive à l'époque des Fani, qu'on peut à peu près dater à partir du, disons, 11e siècle jusqu'au 13e. Là, on a à peu près des éléments archéologiques qui peuvent attester de l'existence d'une certaine organisation sur le territoire de Mayotte. Alors, concernant l'organisation de ces villages, qu'on peut appeler aussi chefferies, c'est en fait des unités de vie, des unités politiques. Donc l'organisation de Mayotte est basée sur les villages. Donc dans chaque village, on va avoir un chef de village qu'on appelle en chimaoré le Tsoya Dago, qui va chapeauter la vie sociale dans le Mayotte du 11e, 13e siècle. Donc ces chefs de village vont être répartis sur tout le territoire de manière à ce qu'on a une trentaine de chefferies listées dans les chroniques mahoraises. Ces chefferies en fait étaient dirigées par ce qu'on appelle des Fani. Des Fani, ce sont les chefs qui vont, avec le village, avec la concertation de tous les habitants, mener en fait la vie sociale, diriger, donner un cap à la vie du village. Donc le village, c'est une unité de vie, mais aussi une unité politique. C'est ça ce qu'il faut voir. Donc concernant l'unité de vie, c'est organisé de telle sorte à ce que la solidarité entre les membres de la communauté villageoise était un élément essentiel de la vie. Il ne pouvait pas y avoir une autre conception de la vie de ces gens-là que dans les relations de solidarité et d'entraide. Je prendrai juste un exemple de ce qui reste, des vestiges de cette politique qui reste. Je prendrai l'exemple du village de Tsamboro, par exemple. On a une réminiscence des vestiges de cette organisation qui reste. Quand on prend, par exemple, le sujet le plus douloureux qui touche, par exemple, la mort dans un village. Les villageois vont s'organiser de telle sorte à prendre en fait en charge toute l'organisation qui prévaut avant l'enterrement d'une personne dans le village. Donc la société est divisée en classes d'âge, avec chaque classe d'âge sa mission jusqu'à l'enterrement. Donc ça encore, il y a cette existence-là dans le village de Tsamboro par exemple. Il y en a d'autres qui ont plutôt calqué la solidarité sur le mariage, tel qu'Aboueni. Donc ce sont des éléments qui sont hérités de ces gens-là. Donc comment les gens étaient organisés, qui était où? Donc les chroniques mahoraises disent qu'il y avait une prééminiscence du village de Tsamboro dans les chefferies. Pourquoi ça on le sait pas, mais toujours est-il que ce soit dans les chroniques de Kadi Omar ou dans les chroniques de Cheikh Nkadara, on a mention de la prééminiscence du village de Tsamboro dans l'organisation de ces chefferies. Donc on peut citer quelques exemples de chefferies à Mayotte.
On a la chefferie de Msamboro avec à sa tête Mwalimu Mboro. On a la chefferie de Sazilé avec à sa tête Mama Sazilé. On peut citer Hamro avec à sa tête le Mwalimu Kanahazi. On peut citer Polé avec Mwalimu Kashkazi. On peut citer Tingoni avec Mam Tingo. On peut citer aussi Kwale avec Mwanesha Sinzano. Donc on voit à travers cette liste-là que la femme n'est pas exclue dans la direction des affaires du village. On a Mama Sazilé, on a Mama Msinzano, donc Mwanesha Msinzano. Donc c'est aussi une des caractéristiques assez originales de ces chefferies, c'est qu'à la tête de ces chefferies, on peut tout à fait avoir une femme qui dirige l'assemblée du village. Donc les gens vont vivre ainsi pendant un certain temps. Après, à partir du XIIIe siècle, en fait, on perd cette organisation. Juste quelques temps après, on va avoir l'avènement des Faloumé, avec l'arrivée des Arabo-Chiraziens. Mais avant ça, on a les Fani. Donc c'est une représentation plutôt africaine du pouvoir, avec à sa tête un chef, à qui on reconnaît un certain nombre de prérogatives. Ça peut être des prérogatives d'ordre intellectuel. Quand on dit Mwalim, c'est qu'on a un savoir. Ça peut être des prérogatives aussi d'ordre mystique ou de guérisseur. Donc le terme Mwalim englobe en fait un savoir, qui peut être un savoir d'ordre religieux, syncrétique ou pas, animiste ou pas, mais aussi un savoir au niveau de la médecine, etc. Donc le roi le Fani à l'époque, le chef du village à l'époque, avait aussi cette fonction de représentation, mais aussi cette fonction symbolique de reconnaissance du village par rapport à une qualité particulière. Donc comment il était désigné? On le choisissait toujours parmi les lignages les plus anciens du village, ce qu'on appelle, entre guillemets, les fondateurs. Donc, comment le pouvoir était organisé? Donc, moi, j'avais fait un plan pour illustrer en fait comment le village était organisé politiquement, comment les gens vivaient dans le village. Donc, vous avez ici la chefferie en tant qu'unité politique, une organisation qui ne fait pas place en fait à la dictature, à l'imposition d'un pouvoir, mais les décisions sont prises au sein de la communauté avec une certaine organisation. Donc à la tête de ce village, vous avez le Stoyadago, le chef du village, qui peut être une femme ou un homme, comme on l'a vu tout à l'heure dans la liste des Fani. Et puis vous avez un conseil de Wadzade, en fait, de grandes personnes, de notables, qui donnent son avis et qui conseille en fait le Stoyadago, c'est-à-dire le Fani qui est en place. Et le Fani transmet les décisions au village lors d'une grande réunion publique. Et ce qui servait en fait à appeler les gens dans ces réunions publiques, on a le ngoma, en fait le tam-tam, qui, avec l'aide de quelqu'un qui était désigné, faisait le tour du village pour annoncer une assemblée villageoise. Donc, à l'aide du ngoma, on regroupe les gens, on fait part de la décision qui a été prise par le chef du village en concertation avec le conseil des Wadzade. Et ce conseil des Wadzade, comment il est recruté? Il est recruté parmi les familles et selon le droit d'aînesse. Donc, c'est-à-dire selon qu'on soit l'aîné de la famille, on allait représenter la lignée au sein du conseil du village. Donc c'est comme ça en fait que les gens ont vécu, ont organisé leur société politiquement. Donc il n'y en a pas un qui décide et qui impose aux autres, mais ce sont généralement, dans le temps, ça s'est vérifié que ce sont des avis qui sont pris en concertation entre le Stoyadago, qui est là, non pas élu, mais désigné par le village, et aidé par l'assemblée villageoise. Donc voilà en gros la constitution politique d'une chefferie. Contrairement à l'époque des Wafaoum et des sultans, où on a des traces matérielles bien déterminées avec de la pierre, l'utilisation de la pierre, de la chaux pour la construction, à l'époque des villages, des chefferies, on a plutôt des constructions traditionnelles et végétales. D'où la difficulté de retrouver les traces
en fait, dans les villages qui ont été cités comme ayant eu une unité de chefferie à Mayotte. Donc, c'est toute la difficulté. Donc, comment était organisé, en fait, le village était constitué par les lignages qui trouvaient leur légitimité dans la possession d'une parcelle foncière, d'une place où ils avaient une maison, où ils avaient, tel qu'on le voit ici dans le site, comment il est organisé, où il y avait la maison, la case de la famille et tous les annexes qui vont avec, c'est-à-dire le poulailler, la cuisine, etc. Donc ce sont ces éléments-là qui se trouvaient dans une cour d'une famille. Donc toutes les familles étaient organisées ainsi pour ainsi dire. Donc ce sont les lignages, les parcelles des lignages, les constructions familiales des lignages qui constituaient en fait le village. Donc ce sont ces unités-là qui constituaient le village en termes d'unité de vie. Donc l'unité de vie, actuellement, le modèle a complètement disparu à partir des Wafaloumé, où on a une cour qui va regrouper à l'intérieur le sultan avec tous les gens, toutes les personnes qui l'aident dans l'exercice de ses fonctions. Et puis à l'extérieur, ce qu'on appelle le château, à l'extérieur de la demeure du sultan, on va avoir les Wangwana et puis les esclaves. Donc on a une certaine centralisation. Alors qu'à l'époque des Fani, on a un certain éclatement de l'habitat avec une cour qui représente une famille, un lignage, et non une centralisation de la vie autour d'un palais. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire de la constitution d'un village mahorais à l'époque des Fani. Donc on a vu que l'organisation de ces villages était basée sur un modèle plutôt africain bantou. Mais au fil du temps, on s'aperçoit que l'ouverture et la circulation dans l'océan Indien de marins arabes, etc., va petit à petit influencer en fait, ces différents chefs qui vont intégrer le réseau commercial du monde swahili, qui s'étend de Mogadiscio à Kilwa et au Mozambique. Donc c'est quand on va petit à petit intégrer ces réseaux commerciaux, on s'aperçoit que les chefferies en fait, disparaissent au profit d'une certaine notabilité. C'est-à-dire, si avant on avait des relations de solidarité, là on va avoir une certaine monétarisation, une certaine installation de l'idée d'une richesse, la distinction, non pas par le fait qu'on soit désigné par le village, mais la distinction par le fait qu'on va avoir un peu d'argent ou un peu d'éléments matériels qui nous distinguent des autres pour prendre en fait, la tête d'un village. Donc là, la notabilité, elle va commencer à se mettre en place à partir notamment du XIIIe où on a une disparition progressive de l'ancienne organisation des Fani qui va laisser place en fait, à l'arrivée de ce qu'on appelle les Wafaloumé, c'est-à-dire les Arabo-Chiraziens qui arrivent avec un certain pouvoir et avec une certaine richesse qui vont influencer ces élites-là. Donc ces élites-là vont délaisser leur mode organisationnel ancien au profit d'un mode organisationnel qui est plutôt d'importation étrangère. Donc c'est à partir de ce moment-là que les villages vont commencer à disparaître progressivement en tant qu'unité de vie. Donc quand les villages vont complètement disparaître, on va le voir exactement à partir du XIVe, XVe siècle, où on a une organisation qui est plutôt pyramidale, avec à la tête un Faloumé et des Wangwana. En fait, les Wangwana, ce sont des hommes libres, qui sont d'anciens lignages d'un village qui ne vont pas être réduits en esclavage. Et puis à la base de la pyramide, on a les esclaves qui sont importés du continent africain, ou essentiellement du continent africain, de ce qu'on sait, et qui vont venir former en fait, la base de la société pyramidale. C'est comme ça comment les villages, comment les chefferies de Mayotte disparaissent en fait. Comment ces chefferies-là ont été absorbées par un autre modèle politique, un autre modèle organisationnel et social qui fera l'objet d'une autre vidéo dans les prochains épisodes. Nous arrivons à la fin de notre émission. Si vous aimez ce que nous faisons, mettez un pouce bleu pour nous soutenir. Abonnez-vous. Merci. Sam Tsaratik.